Bonjour à tous. Comment allez-vous en ce vendredi 22 mai 2026? En ce qui me concerne, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une autre mise à jour de l'Odyssée de Vaonia. La dernière d'ailleurs, avant le lancement de l'édition découverte, parce que vendredi prochain, je m'en excuse, mais j'ai l'intention de prendre tout le temps qui me reste pour finir cette histoire-là. Hors de question que je repousse à nouveau la date. Donc voilà. Donc cette semaine, on vous présente les changements qu'il y a eu depuis lundi, qui sont, comment je dirais, c'est pas tant qu'ils sont nombreux, mais c'est qu'ils sont volumineux. Parce que cette semaine, j'ai finalisé les passifs de personnalité, dont j'avais déjà parlé là, deux mises à jour plus tôt, et j'ai finalisé la spécialisation du chasseur de primes, de l'arcaniste et du porteur d'égide. Donc on va tout voir ça ensemble aujourd'hui. Tu préfères être fan de moi ou avouer que t'es caribousquetophobe? Difficile celle-là. Là. Ben, sais-tu quoi? Je vais rajouter une couche d'épices, puis je vais dire, je préfère être fan de toi au point d'en être un stalker. Comme ça là, ça te fait peur un peu. Là. Comme ça, là, ça t'inquiète. Là, j'ai commencé à quadriller ta géoposition. Je fais du IP tracking puis tout, là. Puis là, je commence à voir, OK, où est-ce qu'il est Caribou Skit exactement. Là, bientôt, je vais commencer à faire des analyses d'herbe pour voir, OK, est-ce que la pelouse chez lui, elle est de cette couleur-là ou de cette couleur-là. Puis éventuellement, je vais pouvoir faire comme les espèces de fous sur Internet, puis dire exactement où est-ce que tu te trouves simplement en me basant sur la couleur de la pelouse. Simplement en me basant sur la couleur de la pelouse de ton Airbnb. Sinon, comment ça va, Caribou? Si tu trouves les 10 euros que j'ai perdu, je veux bien que tu m'aides à retrouver, s'il te plaît. On fera ça, on fera ça. Eh bien, j'espère que tu passes une bonne journée jusqu'à présent. Ouf. Désolé, c'est encore le matin. Monsieur Vao, il baille encore par moment. Fait que c'est ça que je disais que les changements sont peu nombreux mais volumineux. On en a 4 à explorer aujourd'hui. Pour les 3 spécialisations, on va faire exactement comme on a fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va comparer l'ancienne à la nouvelle et on va expliquer un peu c'est quoi la philosophie derrière chacun, là. Euh, pourquoi les changements et ainsi de suite, là. Ben écoute, je me suis pas fait courser par un chien, c'est déjà ça. Ben tu vois, c'est déjà une excellente nouvelle de pas se faire courser par un chien. Par contre, ma carte a été bloquée ce matin parce que ma soeur a cru que ma carte sur mon téléphone, c'était sa carte sur son téléphone. Ah, shit. Du coup, la sœur, elle a fait des grosses dépenses, quoi. Je vais supposer que c'est à peu près ça, étant donné que la carte a été bloquée. Je vais supposer que c'est dans cette direction-là que ça s'en va, cette histoire-là. Donc, comme ça, le document il est déjà prêt. Le document il est déjà prêt. Fait que les passifs de personnalité, il y en a moins que ce qu'on avait en termes de passif de combat et passif civil. Hein, avant, ça faisait 2 pages avec des listes un peu plus longues, mais c'est que là, ici, on a été favorisé la consistance. On en a moins, mais ils sont plus conséquents pour les deux aspects. C'est-à-dire autant le combat que l'aspect hors combat. Non, le Chris s'est fait voler ou hacker et elle a bloqué ma. Ah, oh, rip.
Du coup, c'est bloqué pour combien de temps cette carte-là? Et salut Inès, comment ça va Inès? Comment va la journée jusqu'à présent? Comment va la journée? Donc oui, passif de personnalité, plus consistant, moins nombreux. Là où avant, les passifs de combat donnaient des bonus exclusifs au combat et les passifs civils donnaient des bonus exclusifs hors combat. Qui étaient d'ailleurs assez bancals, les bonus civils, quand j'y pense. Là, j'ai décidé de faire un mix des deux. D'ailleurs, ça me fait penser, il risque d'en avoir un qui s'ajoute aussi, parce que je viens de penser qu'il n'y en a pas concernant l'artisanat, puis ça serait important. Mais en gros, j'ai appelé ma banque, ils me l'ont débloqué l'après-midi. Ah, parfait. Parfait. Fait que le problème, il est réglé. Mais voilà, c'est donc les passifs de personnalité, à quoi on a affaire en ce moment. Là où avant. Je peux-tu sortir l'ancienne liste? Je peux pas sortir l'ancienne liste en vrai. Déjà, j'avais expliqué aussi hein, que maintenant, il n'y a plus de paliers pour les passifs. Avant, il y avait des paliers. Donc là, tes passifs, ils évoluaient en plus que toi, t'évolues. Euh, on a changé ça, cette histoire-là. Là. Mais voilà, il y a plusieurs passifs qui ont gardé le même nom. C'est pour ça que je vais faire le comparatif un peu. Là. Parce que voyez-vous, mettons, Endurant. Eh bien, avant Endurant, c'était le nom d'un passif de combat qui octroyait plus 3 en endurance, rendu au niveau 2, plus 8 en endurance, rendu au niveau 3, plus 13 en endurance. C'était juste un bonus de caractéristiques. C'est des mathématiques. Eh bien, on a changé ça. On a changé ça. Déjà parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Et donc, ce qu'on en a fait, maintenant, bonus permanent de 5 aux résultats sur les jets d'endurance. Et là vient l'aspect plus narratif. Votre corps supporte mieux les longues expéditions. Les marches forcées génèrent seulement 7 points d'épuisement par heure au lieu de 10. Donc ça va être comme ça les passifs de personnalité. Un élément qui peut affecter autant le combat que le hors-combat, plus un élément qui est beaucoup plus narratif, qui va aller affecter ce qui se passe à l'extérieur des combats. Et là, on a une petite liste ici. Il y en a un qui va s'ajouter qui concerne l'artisanat parce que, ben, il faudrait. Faudrait. Ceci étant dit, ça c'est pour les passifs de personnalité. Alors, rôdeur. Je suis française, donc désagréable. J'ai chaud, Vao, I wanna die. Je vais faire. Je vais devenir une flaque. Il fait combien par chez vous? Parce que là, j'ai vu quelqu'un d'autre aussi sur un autre stream qui me disait qu'il y avait du 43 degrés sur une terrasse. Qu'est-ce qui se passe en France? Évidemment, je me doute bien que ça doit pas être la même température. Ah, ça va monter à 29 bientôt, là. Ah ah. Ben, c'est quoi, Inès? Nous autres, on a eu. C'est quoi? On a eu genre 26. On a eu 26 la nuit du mercredi à jeudi. Et depuis ce temps-là. Attends, c'est-tu du. On a eu 26 la nuit du mardi au mercredi. Et depuis ce temps-là, on n'arrive pas à dépasser le 20 degrés dès que le soleil commence à se coucher. Là. Comme tu vois, là, ce matin, il fait 10 degrés. On a eu du givre cette nuit. Pour vous donner une idée. Là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe au mois de mai en ce moment. Là. Mais c'est pas cute. Il se passe que le soleil fait du temps partiel. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Le printemps, c'est la saison où le soleil fait encore son saisonnier temps partiel. Là. Chez toi, il fait 29, mais il est 21h. Ah ouais. Ah ouais. Est-ce qu'il y a de l'humidité par-dessus ça, Caribou? Ou... Est-ce que au moins c'est de la chaleur un peu sec? Ou est-ce que c'est la chaleur humide qu'on se tape au Québec et à plein d'autres endroits? Parce que Québec, c'est pas la seule place qui a de l'humidité dans la vie, on va se le dire. Là. It's not like me. It's getting so hot. The temperature today is trying to keep up with my hotness. Slay! Il fait humide et sec en même temps.
On dirait que j'arrive pas à m'imaginer le feeling de humide et sec en même temps. Tu veux dire, genre, l'humidité est écrasante, mais c'est tellement sec que genre t'as tout le temps soif. Non? Je suis comme pas certain de comprendre. Euh, on va checker ça, cette histoire de rôdeur-là. Là. On va checker ça sur l'ancien doc en premier, pendant qu'on parle. C'est fou la quantité de pages qui a été trimée du document pour rendre ça plus digeste. Vraiment impressionnant. Boisson fraîche, it's time, et je crois que je vais ouvrir, je sais pas, une boulangerie spéciale queue de castor. En vrai, là, je suis pas mal certain que ça pourrait peut-être marcher. Parce que si je me fie aux témoignages des gens qui m'en parlent, ça pourrait quand même fonctionner en France. Là. Après, c'est parce que je sais pas si. Je vais assumer que les normes alimentaires permettent de faire des queues de castor en bonne et due forme en France. Mais on dirait que j'ai tout le temps cette perception que peut-être que non. Parce qu'on a tellement passé de temps à me dire que notre cuisine au Canada, c'est de la merde, puis qu'on n'a pas de standards de santé, puis qu'en France, c'est tellement plus santé, qu'on dirait que j'arrive pas à m'imaginer qu'on peut reproduire certaines recettes, en fait. Fait que on dirait que je me questionne tout le temps, mais je me dis, c'est juste de la friture, en vrai. Ça doit passer. Tu fais des crêpes, quoi. Est-ce que j'ai passé à 4 heures à Trash Talk Damsey avec ses amis sans me rendre compte? Oui. Damsey, il prend cher. Après, pour les Français, toutes les autres nourritures, c'est de la merde. Ah, j'imagine. En tout cas, si je me fie au discours que j'entends, je me dis, ah, peut-être qu'effectivement. Après, il faut faire attention à ça. Faut pas généraliser, puis il faut pas non plus baser son expérience personnelle comme étant une réalité objective. Je me dis probablement que c'est peut-être pas non plus l'opinion le plus populaire. On le sait pas. Je le sais pas, j'ai pas fait de recherche, j'ai pas vu de sondage. Je vais seulement dire que les témoignages que j'ai entendus jusqu'à présent m'inquiètent sur la possibilité de faire des recettes canadiennes en France, mais je ne vais pas assumer qu'elles sont impossibles. Voilà ce que je vais faire. C'est trop tentant et devenu silencieux à un moment, on a trop charrié, je crois. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. Des fois, on est capable d'en prendre, mais quand ça devient trop un cumul, on finit par. Ah, ça commence à être un peu lourd. Après, votre plat national vient des frites françaises avec du fromage qui est français, si je puis dire. Ouais, le plat national tient ses origines de la frite sauce, qui est effectivement, de mémoire, un repas d'origine française, il me semble. Par contre, le fromage qu'il y a dans la poutine aujourd'hui n'est absolument pas du fromage français. C'est même un fromage qui est extrêmement dur à obtenir en France, de ce que j'ai pu comprendre. Je parle en commerce, là. Le fromage squish squish. Le fromage squish squish. Je sais pas s'il y a un vrai nom officiel pour ce fromage-là. Parce que tout le monde dit fromage en grains. Tout le monde dit fromage squish squish. Mais est-ce que c'est le vrai nom de ce fromage-là? Ou est-ce que le fromage s'appellerait pas genre le cheddar bouletier? Genre, tu sais, comme un. Tu sais, si ça se trouve, ce fromage-là, il y a un vrai nom. Genre super posé. Puis tout le monde est là. Fromage squish squish. Il est juste jaloux parce que ouais, parce que je sympathise avec ses potes. J'ai cerné son jeu. Inès s'infiltre dans la potation de Damsy. Après, si on lui donne un nom, ça lui enlève de sa légende. C'est vrai. C'est vrai. Fait que probablement qu'il s'appelle juste fromage en grains. En tout cas, sur les emballages,
le nom, c'est fromage en grains, il me semble. Ben oui, tu m'emmènes, j'ai le droit. J'ai le droit de faire ça. It's my me. Mommy. Bon, fait que nous autres, on parlait de rôdeurs, là. En fait, on parlait de chasseur de primes. Fait que le chasseur de primes, il a eu droit à sa petite mise à jour. Et on va en parler ensemble. À savoir qu'on a le chasseur de primes à faire, on a l'arcaniste et le porteur d'égide. Si je me fie à la dernière fois, on en a pour un bon 1h30 à parler de ça. Fait que attachez votre tuque, les gens. Attachez votre tuque. Si vous avez du feedback à donner, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez autre chose à dire, n'hésitez pas. Mais voilà, on se lance dans le chasseur de primes. Donc le chasseur de primes. Quelle est la philosophie du chasseur de primes? Faut savoir que la philosophie est restée sensiblement la même. Le chasseur de primes, c'est quoi? C'est un combattant à distance qui se spécialise dans le maniement du pistolet, du revolver nain, et dont la spécialité est l'exécution et j'oserais dire la chasse au plus fort. Le chasseur de primes adore chasser les cibles les plus dangereuses. Le fromage fromageux, fromageant de la fromagerie. Exactement. Exactement, Caribou. Exactement. Je n'ai rien à dire pour m'opposer à cette affirmation-là. Donc, les changements. L'ancien passif de classe du chasseur de primes, ils ont gardé le même nom d'ailleurs, c'était toujours prime désignée. L'ancien passif. Au début de chaque combat, vous désignez automatiquement comme prime l'ennemi ayant le niveau le plus élevé. Vous lui infligez plus 25 plus 25% de dégâts à votre. Non. Vous infligez plus 25% de dégâts à votre prime. Si vous êtes celui qui l'achève, vous bénéficiez de l'état chanceux lors de la collecte du butin sur cette cible. Donc ça fait déjà très chasseur de primes en vrai, là. Hein, l'objectif, c'est, ok, ben toi, t'es ma cible. Toi, je me concentre sur toi. C'est pour ça le bonus de dégâts, hein, c'est pour pousser un peu le chasseur de primes à se concentrer sur sa cible. Et à la fin, eh bien, si je suis parvenu à venir à bout de toi, j'ai mon butin, j'ai ma récompense, c'est payant. Eh bien, on a gardé la même philosophie pour le nouveau passif. J'ai dû demander à un mec de m'attraper des chips, je suis trop petite, j'atteins pas le haut. Ah, shit. Ouais, j'avoue, c'est ça, ou sinon, on utilise l'étagère comme une échelle et ça peut se retourner contre nous. Donc, c'est préférable de demander de l'aide. Le nouveau passif du chasseur de primes, eh bien, il a gardé la même philosophie, mais il est devenu un petit peu plus, je dirais, digeste et spécifique. En fait, digeste et plus applicable dans différentes situations. C'est ça, je dirais, parce qu'il n'y a pas tant changé que ça, le passif. Pour le nouveau passif, au début de chaque combat, vous marquez automatiquement l'ennemi ayant le niveau le plus élevé ou la catégorie la plus puissante en cas d'égalité. La catégorie étant, est-ce que c'est un monstre standard? Est-ce que c'est un boss inférieur? Est-ce que c'est un boss? Est-ce que c'est un boss supérieur? Ça, c'est la catégorie. Donc, si tous les monstres sont du même niveau, mais qu'il y en a un là-dedans qui est un boss, eh bien, c'est le boss qui est la cible désignée. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette cible? Eh bien, vous lui infligez 8 points de dégâts supplémentaires. Et si vous êtes celui qui achève la cible marquée, vous bénéficiez automatiquement du meilleur palier de butin lorsque vous fouillez celle-ci. Donc là, c'est encore plus gratifiant d'achever la cible parce que là, on n'a pas juste un meilleur butin, on a le meilleur butin. Et gardez en tête que cette fameuse prime désignée, c'est ce qui va construire toute la philosophie du chasseur de primes dans sa nouvelle version par rapport à son ancienne qui est peut-être un petit peu plus générale. Je me suis dit, je sors, j'économise ma batterie et
Je t'ai vu, donc bon, fuck, c'est pas grave. Ah, tu sors où, là? Qu'est-ce que tu t'en vas faire de bon, Inès? Est-ce que t'es déjà sorti ou est-ce que tu sors? Ou est-ce que t'as l'intention de sortir là? Donc c'est ça, le nouveau rôdeur, ben, le nouveau chasseur de primes, très centré sur son passif, beaucoup plus qu'avant. Et c'est là qu'on va commencer à faire les petites comparaisons. Pour commencer, d'ailleurs, il faudrait que je refasse un peu, on va en profiter en même temps, on va mettre à jour quelques petits trucs qu'il faut qu'on mette à jour comme ça. Comme ça. Et ici, le coût, c'est 2. Exécution est resté exactement la même chose que dans l'ancien. Donc, l'ancien, hein, c'était exactement la même chose. Une attaque réussie contre une cible dont les points de santé sont inférieurs à 15 l'achève automatiquement. Eh bien, c'est la même chose. Je suis déjà en ville avec ta belle compagnie. Tu veux pas faire des livres audio parce que j'en écoute avant de dormir et ta voix, on dirait celle de ces livres. Ben, sais-tu quoi? Caribou, ça tombe que je suis justement en train de m'entreprendre dans l'écriture de romans. Et c'est pas impossible qu'un jour je me lance dans la production de la propre version audio de mes livres. Donc peut-être qu'un jour, Caribou, tu effectivement un livre audio avec la voix de Vao. Moi, j'écoute des enquêtes criminelles. Hmm. Ah, moi, je vous cacherai pas que mes goûts en lecture, c'est tellement bizarre. En fait, je pourrais lire à peu près de tout. Je pense que les seules choses que j'arrive vraiment pas à lire, c'est-à-dire que je vais écouter ta voix en dormant, t'as vu. Je pourrais faire aussi de la musique, tu sais, commencer à faire des berceuses. C'est quoi les styles de. Le seul style de livre que j'arrive pas à lire, je pourrais même pas dire c'est quoi le style parce que j'en ai tellement pas lu en fait. Mais c'est les livres du genre Crow Lake. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent Crow Lake. J'irai pas jusqu'à dire que le livre est mauvais, mais c'est vraiment pas mon genre de livre. Genre, le genre de livre où il se passe rien, où c'est juste quelqu'un qui raconte sa vie. J'ai eu beaucoup de difficultés à accrocher sur ce genre de livre-là. Mais voyez-vous, un livre comme Les Fous de Bassan, qui est quand même similaire dans le style quand on y pense, ça j'ai adoré. Vraiment, Les Fous de Bassan. Si jamais il y a des gens qui n'ont jamais lu Les Fous de Bassan, excellent roman. Excellent. Moi j'ai adoré ce livre-là. Je lisais ce livre-là en écoutant la musique d'ambiance de Life is Strange. C'était magique. Une Inès criminelle. Bizarre. J'écris un thriller, faut bien que je m'informe. Pas du tout, je regarde sans aucun intérêt. Une autobiographie. Euh, Inès, est-ce que tu connais. Parce que c'est vrai que toi, t'écris, t'écris des trucs du genre, là. Tu cherches-tu un style d'enquête criminelle en particulier ou t'es pas mal. Parce que si je me souviens bien, il y avait aussi mention d'un peu de paranormal pour un autre roman aussi. Parce que si jamais il y a un roman, moi personnellement, que j'avais adoré, qui est un peu un mix des deux, dans le sens où c'est on parle dans le fond des crimes occultes. Le roman s'appelle. Je l'ai-tu encore ici? Je pense que je l'ai rangé. Ça s'appelle Les Tueurs de l'occulte. Quelque chose du genre. Et en gros, ça explore un peu certains crimes occultes qu'il y a eu. En tout cas, certains crimes aux liens occultes ou aux motifs occultes qu'il y a eu depuis peut-être 75 ans, je dirais à peu près, là. Exact, t'as bien retenu, je suis flatté. Eh bien, sache Inès qu'une de mes grandes forces, j'ai peut-être pas bonne mémoire, mais j'ai bonne mémoire sur ce que les gens me partagent pour ce genre de truc-là. Moi, j'ai toujours dit aux gens, en fait, j'ai une bonne écoute, mais je suis très mauvais pour valider émotionnellement les gens. Genre, je vais retenir, ah, ok, cette personne-là travaille là-dedans, ou ah, ok, cette personne vit là, ah, ok, cette personne, tu sais, je retiens beaucoup les informations que les gens me partagent sur eux, mais j'ai énormément de difficulté à être validant quand les gens ont besoin
d'être validé, en fait. Je suis tellement trop quelqu'un qui est orienté solution dans la vie qu'on dirait que je skip toujours l'étape où, ouais, la personne a juste besoin d'entendre que tu valides qu'effectivement, ce qu'elle vit, c'est de la merde. T'sais. Fait que moi, à cette heure, ce que je fais, c'est que quand les gens me parlent en privé, je leur dis toujours, j'ai une excellente écoute, mais je suis très mauvais dans la validation émotionnelle. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire maintenant parce que j'ai découvert qu'il y a certains gens, en fait, que vraiment, ça les dérange. Que j'aille. Que je sois un peu inapte là-dessus. Donc maintenant, je l'annonce maintenant, je l'annonce d'emblée. Comme ça, les gens en sont informés. J'ai une mémoire d'information utile. Ouais, une bonne mémoire d'information utile. Mais ouais, c'est ça, Inès, si jamais ça t'intéresse, les tueurs de l'occulte, je serais pas surpris qu'il ait été publié en France aussi. Je crois que c'est une œuvre québécoise, je m'en souviens plus exactement, donc je vais pas trop m'avancer dessus. Mais super intéressant. Donc si jamais ça peut aider pour toutes ces histoires-là. J'ai une mémoire d'information inutile. Ah, toi, je vais dire un trivia brain. Tu sais, les cerveaux qui se souviennent de tous les trucs vraiment pas rapport, mais que tu peux sortir quelque part. Puis ça reste fascinant. Tu sais, genre, là, tu vas pouvoir me corriger si jamais c'est pas ça, là. Mais toi, t'es le genre de personne, j'imagine, qui retient, genre, les lignes de dialogue les plus non iconiques dans un jeu, genre. Ou les trivia facts de Pokémon, genre. À chaque situation, j'ai une info, mais ça n'a aucun rapport avec le sujet. Tout à fait. Ben, sais-tu, mon frère me parlait justement l'autre fois que c'est un peu son genre de mémoire aussi, de se souvenir de plein de trucs comme ça. J'irai checker ça. Parfait, parfait. Donc, on en était rendu au novice 2 du chasseur de primes. L'ancien novice 2 du chasseur de primes, je me souviens même plus c'est quoi. Attends, c'est quoi? Ah, c'est ça, c'est parce qu'il n'existe plus. Mais c'était un passif du nom de Goût de la mort. Lorsque vous achetez une cible, tous les ennemis dans un rayon de 3 mètres autour de celle-ci subissent peur. Les cibles dans la zone d'effet peuvent effectuer un jet de volonté pour résister à la peur. Faut savoir que Goût de la mort, dans l'esprit, le chasseur de primes fait encore des choses un peu comme ça. Mais il fait pas exactement ça de manière systématique et ainsi de suite. Mais l'idée, en fait, c'est que le chasseur de primes a tellement cette aura de certitude que sa prime va mourir, que ça en est à un niveau où ses alliés ne veulent plus avoir de lien avec lui. Et là, je parle des alliés de la prime. Hein. Donc, je sais pas, moi, Jean-Guy décide qu'il prend Billy pour cible, et bien les amis de Billy n'osent même plus l'aider tellement qu'ils ont peur, et tellement qu'ils sont convaincus de la finalité de la situation. Et cette philosophie-là, c'est ce qui a été vraiment poussé beaucoup plus loin avec la nouvelle version, justement, du chasseur de primes. Là. En soi, j'ai une bonne mémoire, mais il faut que j'écoute ou que ça m'intéresse, sinon j'oublie assez vite. Ouais, je comprends ça. Je comprends ça totalement. De toute façon, moindrement qu'un sujet n'est pas captivant pour quelqu'un, le taux de rétention devient tout de suite minimal. C'est pour ça qu'en enseignement, c'est super important que les profs qui enseignent une matière euh, trouvent le moyen de rendre ça suffisamment intéressant pour que les élèves aient envie de l'apprendre, en fait. Donc, les fameux profs magistrales, eh bien, c'est triste à dire, mais c'est une méthode d'enseignement qui est plus ou moins révolue parce que c'est plus ce qui stimule les gens de nos jours. Donc, il faut trouver d'autres moyens de stimuler les élèves pour justement s'assurer qu'ils ont une meilleure rétention. Mais ouais, si ça ne nous intéresse pas, rétention, elle est minimale. Et on le voit tout de suite, hein, moi qui est en enseignement, c'est sûr que moi je suis pas prof avec un baccalauréat. Là. Mais tu sais, moi je suis en enseignement de la conduite, puis on le voit tout de suite. Là. Les élèves qui sont pas intéressés par la conduite, ils n'ont aucune rétention de ce qu'on leur enseigne. On leur enseigne des trucs en sortie 1, rendu en sortie 2, ils s'en souviennent plus. Là. Moi, j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit qu'un angle mort, c'était un arrêt. Là. Euh,
Le côté paranormal, c'est vraiment parce que j'aime ça. Après, le côté criminel, c'est bien dû au fait que mon père et moi, on en consomme comme vous consommez les queues de castor. Billy est juste chiant. Genre, il y a 5 ans, je suis allé à Venise. Je sais toujours attends, je sais toujours aller à un endroit où un mec s'était baigné dans un cours d'eau. Je sais toujours pas comment je m'en souviens. Ouais, des trucs marquants. Des trucs marquants. C'est comme moi qui se souvient d'une ligne de dialogue de Final Fantasy XII qui a absolument aucun rapport, qui est genre dans les premières cinématiques. Ou genre qui va se souvenir de la fois où je suis tombé en pleine face dans le gymnase, genre. Puis j'ai déjà eu des déjà-vus avec ça. En tout cas, tu sais, les espèces de souvenirs que tu sais pas trop pourquoi ça te marque, mais ça t'a marqué, là. On dirait que la tension était genre 100% là au moment où ça s'est produit, puis depuis ce temps-là, ben c'est marqué genre au fer rouge dans le cerveau, là. Genre dans 50 ans, tu vas te souvenir de la personne qui se baignait dans un cours d'eau, là. Encore une fois, Inès, criminel bizarre. Hmm. Et un autre truc aussi que je pourrais peut-être recommander, Inès, si jamais vraiment le criminel, c'est quelque chose qui vous attire, là. Peut-être que cela, par contre, tu sais c'est quoi. Mais, attends, je sors le livre. Ben, un des livres. Gardez l'œil ouvert. C'est une série de livres qui parlent de différents sujets. C'est pas mal tout du true crime, en fait. Par Victoria Charlton. Comme ça, moi j'en ai un ici, celui que j'ai dans mes mains. Gardez l'œil ouvert, 15 histoires de disparitions mystérieuses. Peut-être que ça aussi, ça pourrait t'intéresser. Et de mémoire, il n'était pas très cher. Et il faut savoir aussi que si jamais tu ne veux pas forcément acheter des romans, Victoria Charlton, c'est une YouTubeuse. C'est une YouTubeuse aussi. Donc, si le True Crime t'intéresse, elle fait du contenu YouTube. Je sais pas si c'est anglophone ou francophone par contre. France, États-Unis, Québec. D'après moi, c'est en français. Groupe Livre québécois. Ouais, d'après moi, c'est en français, justement. D'après moi, sa chaîne YouTube doit être en français aussi. Il sort des livres pour moi. Oh là là. Dams, fais gaffe au divorce. Il faut savoir qu'en fait, moi, à côté de moi, j'ai une bibliothèque, c'est que des œuvres de référence, hein. J'ai plein de livres de référence, en fait. Là, j'ai genre trois étages de livres de référence. Ça va de l'encyclopédie des champignons à une espèce de brique énorme qui parle juste des concepts de la mythologie. C'est c'est ma bibliothèque de référence pour Vaonia, ça. Par exemple, j'ai joué pendant 12 ans au rugby. Sur les 12 ans, je me souviens de 3 matchs, sinon nada. Il y en avait deux, c'est normal, c'était des finales. Et le troisième, je m'étais battu, je m'étais pris un rouge et 5 matchs de suspension. Mais en même temps, c'est pour ça que tu t'en souviens aussi, Caribou. Il y en a deux que c'est des finales, il y en a un que t'as vécu un événement, je vais pas dire traumatique, mais tu sais, comme le cerveau l'enregistre comme tel, là. Le cerveau l'enregistre comme un événement traumatique, là. Je vais vraiment commencer à me questionner sur ce mariage avec Dams parce que là, tu me charmes. Ah, mais moi, je te l'ai dit, Inès, hein, moi aussi, j'ai écrit là, dans mon temps libre. Ben, non seulement, regarde, en ce moment, hein, j'ai un jeu de rôle ici que j'ai écrit tout à la main. Tout au clavier, désolé, pas à la main, au clavier. Mais ouais, j'ai des débuts de romans, tout. Moi, l'écriture, c'est quelque chose qui me fascine depuis que j'ai 18 ans, peut-être. Bon, c'est venu un peu tardif, vous me direz, mais voilà. Depuis que j'ai 18 ans que j'écris par passion. Avec des prototypes de romans que j'ai jamais sortis, le jeu de rôle de Vaonia. Là, j'ai un roman justement qui est en rédaction. En ce moment, c'est en pause parce que justement, là, je suis en train de sortir l'édition découverte de Vaonia, mais le premier roman de Vaonia s'en vient. Puis le premier roman de Vaonia, c'est du dark fantasy techniquement. C'est du dark fantasy.
Oui, ben en même temps, je respecte l'arbitre, mais c'était un mec exécrable, tout comme l'équipe adverse. Ah, est-ce que l'arbitre serait pas, il était pas un peu biaisé, justement? Parce que ça arrive des fois, surtout dans les sports un peu plus juniors. Je sais pas si c'était plus junior, le rugby que tu faisais, là. J'ai pas touché un livre ni écrit de mon plein gré avant 2023. Il n'est jamais trop tard. Oh non, il est absolument jamais trop tard, hein. Savez-vous c'est quoi, moi, la première chose que je dis aux élèves quand ils me disent qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard? Que la retraite, là, évidemment, moi, j'y vais avec ce qu'on a au Québec, mais que la retraite est à 65 ans, puis que tu as le temps en masse de découvrir ce que tu veux faire de ta vie. Parce que c'est pas vrai que notre destin est préécrit rendu à 17 ans. Je suis désolé, mais c'est pas à 17 ans que tu vas savoir ce que tu veux faire de ton corps, là. Puis la preuve, sur toutes les personnes qui m'ont entouré quand j'étais au secondaire qui est l'équivalent du lycée d'ailleurs pour la France, là. J'ai une personne qui fait exactement ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Une personne sur une cohorte de. Je dirais, on était peut-être 150. Donc, c'est là qu'on voit que. Non, non, il est jamais trop tard pour se découvrir une passion, il est jamais trop tard pour s'y investir. Sauf si ta passion c'est le marathon, tu as 99 ans paraplégique dans une chaise. Là, on va se calmer, là, mais disons que la majorité du temps, il n'est pas trop tard. Pour revenir au Novice 2 du chasseur de primes, comme je disais, la philosophie de Goût de la mort, même si Goût de la mort n'existe plus, elle est restée dans le chasseur de primes, le nouveau. Par contre, on le verra pas avec le Novice 2 du nouveau chasseur de primes, parce que le nouveau chasseur de primes, son Novice 2, c'est tir rapide. Inflige 7 points de dégâts perforants à la cible. Cette compétence peut être utilisée pour effectuer un tir d'interception. Donc, petit rappel, tir d'interception, c'est un peu comme un tir de réaction, en fait, mais pour les armes à distance. Chaque utilisation génère 4 points d'épuisement. Et d'ailleurs, c'est une compétence de réaction. Pour ce qui est du Novice 3, Novice 3 sur le nouveau chasseur de primes, c'est ce qui était anciennement, je crois, Expert 1. Et c'est main lest. Main lest qui est un passif. Chaque fois que vous achevez une cible, vous pouvez immédiatement recharger votre arme gratuitement, applicable seulement lorsque l'arme est rechargeable. Revolver nain, par exemple. Donc les deux compétences, Novice 2 et Novice 3, sont pas extrêmement dans l'esprit principal du chasseur de primes, mais sont dans l'idée que le chasseur de primes est un chasseur redoutable. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, et il sait comment le faire, il sait comment parvenir à ses fins, et c'est comme ça qu'il combat. Donc les compétences novices sont vraiment là pour poser les bases, et à mesure qu'on va avancer dans les compétences, là, on va voir l'identité se développer pour le chasseur de primes. J'avais 16 ans en fait, je m'étais pris un jaune pour une faute énorme, certes, mais à chaque fois qu'il y avait un truc un peu litigieux, il sifflait contre moi. Du coup, ça m'a énervé et après, il y a eu d'autres choses là, dans le match qui m'ont fait sortir de mes gonds. J'aurais pas dû taper, mais je m'en veux pas. Mais je m'en veux pas. Je vois. Mais est-ce que l'arbitre avait des liens avec l'autre équipe? Parce que les arbitres, même s'ils essaient d'être toujours le plus objectif possible, on s'entend qu'il y a toujours un petit billet, là. Tu sais, je vais donner un exemple, je regardais hier, je ne regardais pas, j'écoutais à la radio le fameux match du Canadien de Montréal versus les Hurricanes et l'annonciateur de l'arène, celui qui est là pour confirmer les buts et ainsi de suite, toujours plus enthousiaste quand les Hurricanes faisaient un but. Pourquoi? Ben parce qu'on était à domicile des Hurricanes. Et les arbitres, des fois, je me dis, ben, c'est peut-être la même chose. Après, dans les sports, je crois qu'ils ont des ligues d'arbitres, quand c'est des sports officiels, justement pour éviter les billets comme ça. Mais quand c'est plus genre amateur pour les jeunes, tout ça, tu sais, souvent c'est des arbitres, genre l'arbitre c'est le coach de l'équipe, là. Des trucs du genre, là. Mon prof de maths au collège nous avait mis face à ce fait car on nous avait mis la pression dessus. Il a demandé à chacun de nous ce qu'on voulait faire. Évidemment, on répond majoritairement qu'on ne sait pas. Et il nous dit, ben, voilà, vous savez pas et c'est totalement OK. Tout ce que vous avez connu dans votre petite vie, c'est du scolaire. Comment on peut vous demander ça? Non, mais c'est vrai. Le prof de maths a totalement raison, hein. Tu sais, comment tu peux
en ayant seulement connu la vie scolaire, savoir ce que tu veux faire comme métier. Surtout que la vie scolaire, là, elle te présente tellement peu en perspective de métier. Tu sais, il faut pas se demander pourquoi que les enfants au primaire, quand on leur demande pour le plaisir, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, t'en as 50% qui répondent policier, 20% qui te répondent pompier, puis les autres te répondent docteur. Genre, c'est les seules choses qu'ils connaissent. Ou sinon, ils disent qu'ils veulent faire la même chose que leurs parents. Comme, c'est ça, là. Ben, apparemment pas, mais bon, après, si l'arbitre a plus arbitré une équipe, ils peuvent avoir un a priori, mais dans le rugby amateur, surtout pour les jeunes, c'était soit des jeunes arbitres, soit des arbitres de la Fédé. Ok, ok. Ok, fait que c'était pas genre des arbitres, c'était pas des arbitres un peu biaisés, là. Quand je dis jeunes arbitres, je dis genre 20-25 ans. Ouais, c'est ça, tu sais, ils ont quitté les études, là, ils sont rendus arbitres, là. Genre, c'est pas une personne qui a ton âge, mais il est pas vieux non plus, là. Pareil en moto, très enthousiaste pour les Français, même quand ils font un simple dépassement en étant à la 13e position, par exemple. Alors que les autres, quand c'est pas des belles batailles pour se battre pour la victoire, on les entend pas. Ouais, c'est ça. Les annonceurs sont toujours un peu plus pour leur paroisse, mais après tu me diras c'est normal, là. Ils savent que la majorité de l'audience est probablement en faveur de l'équipe locale. Fait que c'est sûr qu'il y a aussi une volonté d'être un peu plus hype, là. Je serais pas surpris que les annonciateurs, s'ils seraient purement objectifs, probablement que les gens crieraient parce que oh ben là, t'encourages la team adverse. Genre, ça me surprendrait pas. Pour ce qui est des compétences adeptes du chasseur de primes, oui, là on avait dit qu'on avait la petite correction ici qu'on allait faire en même temps. Adepte 1 du chasseur de primes, promesse de mort. Promesse de mort, vous infligez inertie pendant 2 tours à votre cible marquée par prime désignée. La cible. Oh, encore mes histoires de majuscules, là. La cible peut résister à l'inertie avec un jet de volonté réussi. Donc, ben, je crois que la compétence est assez explicite, hein? Promesse de mort. Donc, je te promets que tu vas mourir. Et c'est pour ça que, en fait, j'ai tellement de certitude que je vais mettre fin à tes jours que t'es figé par la peur. En gros, c'est un peu ça l'idée de promesse de mort. Pour Adepte 2, à découvert, vous ciblez un obstacle d'une solidité similaire à la pierre ou inférieure. Vous l'attaquez, le détruisant entièrement. Donc là, c'est vraiment l'idée de tu es ma cible, tu ne peux pas m'échapper. Tu vas te cacher derrière un rocher, je vais exploser le caillou. J'ai ce niveau de précision et de puissance-là qui me permet que même si tu tentes de te cacher, je te retrouverai. C'est un peu ça le chasseur de primes dans ses compétences adeptes, là. Et on a adepte 3, tireur d'élite. Si vous utilisez un revolver nain comme arme principale, vous ignorez les malus aux attaques à distance causées par votre présence dans la zone de menace d'un adversaire. Donc on n'oublie pas, si on est au corps à corps avec un adversaire, les armes à distance ont un énorme malus sur la précision. Eh bien, le chasseur de primes, s'il est au pistolet, il s'en fout. Il n'en a rien à foutre. Voilà. Parce que sa cible passe avant tout le reste. Ben, soit ils sont dans les études et ils font ça à côté, soit ils gagnent en expérience pour potentiellement monter dans les divisions. En Formule 1, je les trouve déjà un peu moins insistants sur nos pilotes français. Je sais pas trop comment l'expliquer en moto, il y a que pour eux, alors qu'en F1, pilote français ou pas, c'est vraiment commenté dans la performance. Si nos Français font des performances pas ouf, ils vont pas s'enflammer sur un dépassement, surtout si c'est les classiques, you know. Ouais, c'est vrai. Ben, ça peut peut-être varier selon le sport, effectivement, là. Après, je pense que c'est aussi peut-être lié au fait qu'il y a des sports qui sont un peu moins dans l'optique. Je prêche pour ma paroisse. Tu sais, par exemple, je vais prendre le hockey. Le hockey, les équipes sont liées à la ville. Tu sais, on a les Canadiens de Montréal, on a les Maple Leafs de Toronto, et ainsi de suite. Donc forcément, tu sais, les gens ont peut-être un peu plus d'appartenance à ça. Tu sais, ils sont comme, ah, c'est l'équipe de ma ville. Tandis qu'en Formule 1, moi, de ce que j'ai compris, les équipes sont surtout liées à la marque de voiture ou à la compagnie qui fournit les voitures. Donc peut-être qu'il y a un petit peu moins aussi d'appartenance locale par rapport à ça, là.
Vao, please, si je viens au Canada, faut qu'on aille voir un match de hockey. Oh là là, ben on va aller voir à l'extérieur du stade parce que les matchs de hockey sont coûteux pas mal. Mais on ira faire ça. Mais c'est ça, peut-être qu'en ayant un peu moins le sentiment d'appartenance à une localité, ça fait qu'il y a peut-être un peu moins de partisanerie locale aussi. C'est peut-être aussi ça qui fait qu'il y a un peu moins d'engouement ou que c'est un peu moins, on dit un peu moins biaisé sur certains sports. Un peu comme les matchs de NFL. Zonk, zonk. Avec les yeux. Là. Oui, that's it, on supporte les écuries, mais le public d'un pays sont centrés sur les pilotes. Je vois, je vois. Donc, expert. Je vais arrêter de comparer en fait à l'ancien. Je pense que j'aime mieux juste expliquer c'est quoi la nouvelle philosophie, puis on va en être là. Là. J'ai dû changer le chiffre? Non, j'ai pas changé le chiffre ici. C'est important, faut mettre 4. Je vais faire toutes les compétences experts, je vais vous relire après. Là. C'est juste parce que j'avais dit que je présenterais ça aussi, donc on va le présenter aussi à mesure qu'on parle, cher Jean. On va le présenter à mesure qu'on parle. Moi, ça me fait plaisir de discuter. Moi, j'aime bien quand on discute. Je dois y aller tristement, je dois vraiment économiser ma batterie. Là, c'est là ce que tu seras encore là dans 1h20 à peu près. Dans 1h20, oui. Euh, je vais être sur la fin, par contre, dans 1h20. Je vais être pas mal sur la fin, mais d'après moi, dans 1h20, je vais être encore là, étant donné qu'on est encore au chasseur de primes. Là. Je vais aller dormir parce qu'il est déjà 20h40, je me suis réveillé à 5h. Ouh. Bon ben je vais vous dire une bonne fin de journée à tous les deux. En fait, bonne nuit à Caribou et bonne fin de journée à Inès. Inès, c'est ça. Peut-être que je vais être là encore en stream quand tu vas revenir. Sinon, ben, probablement que je vais avoir raidé quelqu'un. Donc on verra bien. Si jamais le Damsey est en ligne, c'est probablement là que je vais être. Donc peut-être qu'on va se croiser là aussi. Mais merci à vous deux d'être passés. Vraiment très apprécié. Ça fut très agréable de discuter avec vous et je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée. Let's go, bah à tout à l'heure. Si je peux revenir, n'oublie pas de prévenir Dams qu'il peut être remplacé. Il stream pas aujourd'hui, il a dit trop de Forza apparemment. Ouais, là, ça fait 2 streams qui se couchent à minuit, 1h du matin, de ce que j'ai compris. Là. La bise va haut, si dans 8 heures t'es sur un stream, on se verra peut-être. Ah, c'est vrai que Caribou, on se croise à plein d'endroits en plus. Bon, ben à la prochaine, tous les deux. À la prochaine. Et encore un gros merci d'être passé d'ailleurs, merci. Donc, pour les compétences experts du chasseur de primes, on a aucun échappatoire. Aucun échappatoire ne peut être utilisé que contre votre cible marquée par prime désignée. Lorsqu'elle vous tourne le dos, inflige 60 points de dégâts à distance. 60 points de dégâts, c'est énorme d'ailleurs. C'est pour ça qu'on ne peut que le faire contre la cible qui est désignée par prime désignée. Parce que 60 de dégâts, ça correspond à 3 fois la valeur maximale de dégâts possible pour la majorité des races jouables avec caractéristiques au maximum sur les dégâts qui influencent les dégâts à distance. Donc on parle vraiment de gros dégâts. Là. Mais ça vient renforcer l'idée que j'ai déclaré ta mort. Maintenant, je vais m'assurer que ça se produise. Tu veux tenter de fuir, parfait, mais tu viens peut-être d'accélérer le processus. C'est un peu ça l'idée derrière cette compétence-là. On a ensuite isolement. La cible marquée par prime désignée génère une aura inquiétante qui empêche ses alliés de l'approcher à moins de 5 mètres. Et là, c'est là que je disais justement l'idée de goût de la mort revient un peu avec isolement. Sauf qu'elle s'interprète différemment. Là où avant, c'était ah ben là, t'as achevé une cible, tout le monde s'enfuit. Et c'était un peu plus générique. Là maintenant, c'est celui que tu as décidé de prendre pour cible. En fait, ta cible marquée. Eh bien, plus personne veut avoir affaire à cette personne-là, en fait. Et, ils savent que le destin, il est scellé. Et ils ne veulent plus interagir avec. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière l'isolement.
Vraiment, c'est le chasseur de primes. En gros, maintenant, il devient vraiment l'assassin par excellence. En fait, il devient le finisher par excellence. Il t'a pris pour cible, tu es la cible, et tu ne risques pas de t'en sortir. C'est surtout ça. Le chasseur de primes, il est là pour garantir ça. Expert 3. Interruption. Lorsqu'une cible hostile charge vers vous, vous pouvez immédiatement l'attaquer. Cette attaque inflige inertie à la cible ainsi que votre valeur de dégâts à distance. Chaque utilisation génère 7 points d'épuisement. Là, on revient un peu dans l'expertise parce que le chasseur de primes, ça reste au final un expert aussi. S'il en est rendu à ce niveau d'expertise-là, c'est parce qu'aussi, il sait se battre, il sait se défendre. Donc là, on retombe un petit peu plus dans le côté expertise. Interruption, mais ça montre que le chasseur de primes reste quand même parfaitement conscient de son environnement. Et d'ailleurs, je viens de penser, j'ai oublié de mettre le tag comme quoi c'est une compétence de réaction. Voilà. Donc on retombe un peu dans l'expertise avec interruption. Vient ensuite l'ultime. Finale théâtrale. Lorsque votre cible marquée par prime désignée atteint 40 points de santé ou moins, vous pouvez immédiatement utiliser cette compétence contre elle. Inflige 50 points de dégâts perforants. C'est un finisher. Purement et simplement, c'est un finisher. Est-ce que ça garantit que la cible va être achevée? Aucune idée. Ça va dépendre. Vraiment, ça dépend. Mais les chances sont quand même pas mal là. On parle d'un bon 99% de chances que ce soit un finisher. Donc voilà. C'est le chef kiss du chasseur de primes. Il t'a traqué tout le long. Et quand tu en arrives à ton point final, il se réserve le droit de t'achever par lui-même. Donc c'est un peu ça l'idée pour les compétences du chasseur de primes. On a ensuite ses bonus de maîtrise. Alors, les bonus de maîtrise, on n'oublie pas, hein, si on a 20 points dans une spécialisation, on l'a maîtrisé jusqu'à son ultime, mais si on décide d'en mettre davantage, on a alors les bonus de maîtrise qui peuvent aller jusqu'à 20 points, où ce que là, on considère que tu as atteint la forme de maîtrise ultime de la spécialisation dans laquelle tu as investi tous tes points. Et donc, c'est par palier. Hein, on avait discuté justement, on avait annoncé la dernière fois justement que les spécialisations maintenant auraient des bonus de maîtrise par palier, au lieu d'avoir des bonus de maîtrise, comment je dirais, progressifs, en croissance. Là, c'est des paliers. Pour 5 points, exécution achève désormais les cibles avec moins de 20 points de vie. Donc, exécution, c'est la compétence novice 1. On n'oublie pas, ça achève les cibles automatiquement si les cibles tombent à moins de 15 points de vie après une attaque. Et bien là, c'est 20. Donc, petite augmentation. Ça fait quand même du bien. Je trouve que c'est quelque chose qui vaut bien son 5 points de maîtrise. Hein. 10 points. Le bonus de dégâts octroyé par prime désignée passe à 15. Donc, prime désignée, qui est notre passif, c'était une augmentation de 10 points de dégâts. Et bien maintenant, de 8 points de dégâts, désolé, là, ça passe à 15. Donc là, le chasseur de prime devient vraiment quelqu'un de létal envers celui qui l'a désigné pour cible. Vraiment, là, il devient un cauchemar. Là. 15 points. À découvert, touche désormais la cible derrière l'obstacle s'il y en a une, et qu'elle se situe à 1 mètre ou moins de l'obstacle. Donc, c'est évidemment, si la cible, par exemple, serait dos contre une porte, et que vous détruisez la porte avec votre compétence à découvert, et bien là, vous touchez aussi la cible qui est derrière, mais elle ne subit seulement que la moitié des dégâts de la valeur de dégâts à distance. Je vais juste comme ça. Il y avait un autre aussi. Ici. Comme ça. Et pour 20 points, isolement empêche désormais les alliés de la cible d'interagir avec lui. Donc là, isolement, en fait, quand on est rendu à la maîtrise ultime de cette spécialisation-là, eh bien, c'est simple. Tu as tellement confiance que tu vas mettre fin à la vie de cette cible-là que les gens le sentent au point où ils ne veulent même plus comment je dirais, ne même plus investir de l'énergie dans l'idée d'aider ou de sauver la personne qui a été prise pour cible.
Donc c'est très 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 puissant. Et je trouve que ça renforce beaucoup l'idée du chasseur de primes qui est au final celui qui a annoncé ta mort et qui vient s'assurer que ça va se passer. L'idée très I'll be back. Très Terminator. Donc ça c'est pour le nouveau chasseur de primes. Donc c'est ça un peu la philosophie derrière. C'est vraiment très centré sur une cible, mais je pense que ça peut donner place à des roleplays assez intéressants, tout en donnant un rôle en combat qui est quand même très 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 moi je le trouve très intéressant en fait le rôle en combat pour la simple et bonne raison que c'est rare qu'on voit des spécialisations qui se spécialisent dans ben moi j'ai choisi cette cible là, mon but c'est de la battre. Je dis pas que ça existe pas, hein, vraiment. Là, c'est parce que j'ai pas d'idée qui me viennent en tête, mais il y en a. Là. Mais c'est ça. En jeu de rôle, là, on a vraiment lui que sa spécialisation, c'est. euh, dans un sens, c'est quasiment le boss killer, en fait. C'est un peu ça qu'il fait. Pour l'arcaniste. Et là, l'arcaniste, j'ai hésité longtemps. Parce que. Faut savoir que l'arcaniste, c'est pas mal la seule spécialisation magique offensive qui va être offerte dans l'édition découverte de Vaonia. Et là, je m'étais dit, est-ce qu'on fait un mage qui combat à distance, comme on a typiquement l'habitude de le voir, ben, comme on voit typiquement là, dans le monde du jeu de rôle, ou même dans le monde fantasy en général, c'est rare que les mages sont très corps à corps, même si ça existe, hein, il y a plusieurs variations de mages qui se spécialisent au corps à corps. Ou est-ce qu'on va vers quelque chose d'un peu plus, je veux dire signature Vaonia, dans le sens où vous remarquerez que Vaonia, les spécialisations qu'ils offrent jusqu'à présent ne sont absolument pas dans le typique. Ils sont très atypiques par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans un jeu de rôle. Et je me suis dit, eh bien, tant qu'à y être, hein, on va offrir quelque chose signé Vaonia. Donc, l'arcaniste. L'arcaniste, je ne prendrai même pas le temps de faire la comparaison avec l'ancien arcaniste parce que ce n'est plus du tout la même identité. L'arcaniste, pour vous résumer, c'était quoi l'arcaniste avant? L'arcaniste, c'était quelqu'un qui n'avait pas le contrôle sur la. Ben, en fait, il n'avait pas exactement le contrôle sur la magie. Et justement, il profitait de l'instabilité de la magie pour faire d'énormes dégâts, mais complètement instable. Il avait aussi tout ce côté-là que les dégâts magiques qu'il t'infligeait étaient infligés dans un élément aléatoire et il pouvait te surcharger d'énergie arcanique, ce qui te rendait malade, en fait. C'est un peu ça l'idée. C'était un contrôle de la magie. Il rendait les gens instables magiquement autour de lui. On n'est plus du tout dans ça. Là, on n'est plus du tout dans ça. Là, si je devrais le résumer, c'est les arcanes m'ont permis de transformer mon corps en arme. Je dirais que c'est un peu ça l'idée derrière le nouveau arcaniste. Là. Donc, le passif de classe Aisance arcanique. Vos compétences magiques de réaction ne génèrent que 1 point d'épuisement. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser plus de 3 compétences de réaction par tour global. Pourquoi il y a une limite vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Déjà en partant, il faut une limite sur le nombre de compétences de réaction pour l'arcaniste, parce que sinon ça va devenir absolument brutal. Donc la limite, elle est là. Novice 1. Membrane arcanique. Et ça, vous allez voir, il y a trois variantes de cette compétence-là. La première étant membrane arcanique. Vous couvrez vos mains d'une membrane arcanique. Vos attaques avec cette membrane infligent votre valeur de dégâts magiques à la cible. Aussi, tant que la membrane est activée, vos compétences novices de l'arcaniste sont toutes considérées comme des compétences de réaction. C'est pour ça qu'il y a une limite sur les compétences de réaction, c'est que techniquement, l'arcaniste peut transformer toutes ses compétences en compétences de réaction. Là, vous allez voir les deux variantes, les deux autres variantes ont un peu le même esprit. Là. Le maintien de cette compétence ignore les restrictions à la mobilité, normalement imposées par les compétences de canalisation. Cette compétence peut être maintenue simultanément avec vélocité magique et aura arcanique. Le maintien de cette compétence génère 3 points d'épuisement. Première étape de l'arcaniste, je couvre mes mains dans une membrane arcanique pour faire des choses extraordinaires avec elle. Ne pas déformer l'intention derrière, s'il vous plaît.
Et donc, on a un peu cet esprit-là pour l'arcaniste. On commence par les mains. Vous allez voir, les deux autres compétences novices ont une incidence avec l'utilisation des mains. Donc, la magie va émaner de ses mains. Euh, et le fait qu'il y ait justement le côté, ça devient des compétences de réaction, c'est que dans le fond, mes mains sont imprégnées de magie. Donc, c'est comme si la magie était déjà présente. Donc, je suis déjà prêt à réagir plus vite. Et là, bon, la première compétence, la novice 2, c'est déjà une compétence de réaction. Mais vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. C'est pas mal la seule qui est déjà de réaction avant la membrane. Lorsque vous êtes ciblé par une action offensive d'un adversaire, vous bloquez entièrement les dégâts infligés. Si vous bloquez plus de 30 points de dégâts ici, vous êtes renversé. Donc c'est quelque chose que je me dis, c'est très bon comme une compétence de réaction déjà de base. Et je l'ai mis en réaction déjà par défaut parce que ça donne place à des situations où narrativement, peut-être que tu n'avais pas le temps de faire d'invoquer cette membrane autour de tes mains. J'ai un exemple, vous êtes pris en embuscade, quelqu'un commence à te charger. euh, Peut-être qu'effectivement, là, tu vas penser à faire ton bouclier arcanique, ton égide arcanique plutôt que ta membrane arcanique. Tu sais. Novice 3, pulsion arcanique. La portée de cette compétence est de 1 mètre. Donc c'est une compétence au corps à corps. Vous infligez votre... Attendez, je vais juste couper le son quelque part là. Parfait. Vous infligez votre valeur de dégâts magiques à la cible tout en la propulsant de 3 mètres vers l'arrière. La cible peut résister au repoussement à l'aide d'un jeu de stabilité réussi. Donc là, c'est vraiment. C'est une impulsion. Un peu. On voit ça souvent dans les trucs de combat un peu pétés. Là, il donne un coup de pompe, la personne revole vers l'arrière. Ben là, la propulsion, elle est justifiée par la magie. C'est comme si on, on- on- on frappe avec la pompe, mais il y a une impulsion magique qui vient repousser la cible. Ensuite, les compétences adeptes. Là, on a vélocité magique. Donc là, vélocité magique concerne les pieds. Vous couvrez vos pieds d'une membrane arcanique. Tant que la membrane est activée, vous bénéficiez du bonus vitesse. Vitesse qui augmente la vitesse de déplacement. Et vos compétences adeptes de l'arcaniste sont toutes considérées comme des compétences de réaction. Donc là, c'est des compétences adeptes maintenant qui sont considérées comme des compétences de réaction. Le maintien de cette compétence ignore les restrictions à la mobilité normalement imposées par les compétences en continu, les compétences de canalisation. Euh, Cette compétence peut être maintenue simultanément avec membrane arcanique et aura arcanique. Le maintien de cette compétence génère 3 points d'épuisement. Donc là, vous comprendrez que plus on maintient les auras, plus c'est épuisant, mais plus on est puissant aussi. Donc c'est un peu ça l'arcaniste. C'est vraiment, je vais aller transcender mon état par la magie, mais le coût, c'est que c'est très, très, très exigeant de faire ça. Donc l'arcaniste devient en quelque sorte quelqu'un qui a une maîtrise très, très fine de la magie. Pour Adepte 2, Missile arcanique. Vous projetez un orbe de magie pure sur votre cible à l'aide d'un coup de pied chargé d'énergie arcanique. La cible subit votre valeur de dégâts magiques. Très simple. Attaque à distance. Parce que je me suis dit, c'est important qu'il y ait quand même une attaque à distance. C'est la seule spécialisation mage qui va être accessible pour l'édition découverte. Et je trouvais que ça fitait bien, en vrai. L'idée de kicker un orbe de magie. C'était quand même cool. Puis ça fitait encore avec la thématique quand même. Donc, je l'ai mis. Et on a propulsion arcanique. Vous vous propulsez de 3 mètres dans la direction de votre choix. Donc, un petit dash, en quelque sorte. Petit dash magique, là. Qui peut être une compétence de réaction grâce à vélocité magique. Donc, je vous laisse imaginer ce qui peut arriver dans un tour. D'où les limitations, justement, sur le nombre de réactions. Parce que vous vous dites, OK, propulsion arcanique, missile arcanique, propulsion arcanique, missile arcanique. Genre, tu sais, ça, ça donne des trucs cinématiquement très cool, mais dangereusement toxiques pour l'expérience de jeu à la table. Donc, la limite est imposée pour ça. Surtout pour les compétences adeptes qui donnent beaucoup de fluidité aux mouvements et aux actions de l'arcaniste.
Maintenant, on est rendu dans les variantes experts. Aura arcanique. Maintenant, c'est le corps au complet. Donc, on avait les mains, on avait les pieds. Maintenant, c'est le corps. Vous couvrez le reste de votre corps d'une membrane arcanique. Sous cette forme, subir des dégâts n'interrompt plus vos compétences de canalisation. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Les compétences de canalisation, techniquement, quand vous subissez des dégâts, elles sont annulées. Ça, c'est important de le garder en tête. Parce que c'est une des grosses faiblesses de l'arcaniste. Et c'est volontaire. Et bien là, cette faiblesse-là n'existe plus quand vous êtes sous l'effet d'aura arcanique. Aussi, tant que la membrane est activée, vos compétences experts de l'arcaniste sont toutes considérées comme des compétences de réaction. Le maintien de cette compétence ignore les restrictions à la mobilité. Le maintien de cette compétence génère 7 points d'épuisement. Donc là, on a une compétence qui est très très forte. C'est un peu comme la compétence finale. C'est la façon dont l'arcaniste va transcender avec la magie. Mais ça vient avec son coût. Parce que là, si vous faites le calcul, si on a aura arcanique, plus membrane arcanique, plus vélocité magique d'actif en même temps, c'est 13 points d'épuisement par tour. 13 points d'épuisement, ça veut dire que tu atteins un palier d'épuisement à chaque tour de jeu. On n'oublie pas les paliers d'épuisement, c'est à tous les 30 points. À tous les 3 tours, là, tu atteins un nouveau palier. Là. Donc ça peut être dangereux. Tu deviens dangereux, mais c'est dangereux pour toi aussi. C'est surtout ça. Expert 2. Explosion des arcanes. Vous émettez une explosion d'arcane qui inflige 30 points de dégâts magiques aux cibles dans la zone d'effet, 1 mètre autour de vous, en plus de les propulser vers l'arrière de 2 mètres. Les cibles touchées peuvent résister au repoussement avec un jet de stabilité réussi. L'onde de choc, typique. Je pense que c'est pas du jamais vu. Je pense que les gens ont tout de suite compris visuellement ce que ça voulait dire. Hein, je crée une onde de choc, je repousse tout le monde autour de moi. Et là, ça peut donner une compétence de réaction. Donc, dites-vous, là, c'est vraiment l'arcanisme peut devenir quelque chose de très, très, très high tempo. Là. Expert 3, qui est une compétence passive. Tant qu'aura arcanique est actif, vous bénéficiez d'un bonus de plus 10 en réflexe et en esprit. Donc, votre esquive augmente. Parce que les réflexes, l'esprit, hein, c'est l'esquive physique et l'esquive magique. Donc là, c'est ça, vous devenez très fort là, avec aura arcanique. Là. Et l'ultime. L'ultime qui est très symbolique et peut-être qu'il va en décevoir plusieurs parce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas. C'est mon ultime, donc je fais beaucoup de dégâts. Là, on tombe dans un passif qui s'appelle Lévitation des arcanes. Tant qu'aura arcanique est actif, vous pouvez l'éviter dans les airs. En vrai, ça peut être très utile. C'est quelque chose qui est beaucoup plus utilitaire qu'offensif. Je sais que certains gens probablement n'aimeront pas l'idée que ce soit un ultime, mais vous allez voir avec les points de maîtrise, ça permet de faire des trucs assez impressionnants. Ben déjà, en fait, même sans les points de maîtrise, ça permet de faire des trucs assez impressionnants. Là. Je suis désolé, mais quand tu es à 20 mètres dans le ciel, que juste les créatures aviaires qui peuvent te toucher, ou les gens qui ont des armes à distance, c'est quand même pété aussi. Hein. Oui, tu te retrouves dans une situation où, techniquement, missile arcanique devient la seule compétence qui te permet de toucher tes adversaires. Mais, soyons honnêtes, t'es à 20 mètres dans le ciel. Là. You're safe. Les bonus de maîtrise maintenant. Vous gagnez les bonus suivants en fonction du bonus de points de maîtrise investi. 5 points. La portée de pulsion arcanique passe à 2 mètres. Donc, pulsion arcanique, hein, le repoussement. On passe à 2 mètres de portée, c'est quand même très fort. Et vous propulsez désormais la cible de 5 mètres. La compétence peut provoquer. Effectivement, il n'y a pas de Z ici. Provoquer des dégâts de chute si la cible se heurte à un obstacle. Donc là, ça devient une propulsion qui est très très forte. C'est vraiment. Je te propulse. 10 points. Et là, ça devient intéressant. Missile arcanique envoie désormais un nombre d'orbes de votre choix, mais ces dégâts passent à 10 par orbe. Si vous projetez plus d'un orbe, chaque orbe supplémentaire augmente également votre épuisement de 1. Et en vrai, parce qu'on en a discuté avec mon frère, c'est vrai que ça peut devenir potentiellement trop fort. Ça va être 3 d'épuisement. Il faut mettre point au pluriel. 15 points. Votre limite de compétence de réaction imposée par aisance arcanique passe à 4. Donc à 15 points, maintenant on peut faire 4 réactions par tour. C'est quand même très fort en vrai. C'est simple, c'est efficace. Ça nourrit très bien l'identité de l'arcaniste. 20 points.
et jet d'arcanique renvoie désormais les dégâts à l'attaquant. Cette compétence bloque également les malus puis les renvoie à leur source. Et jet d'arcanique, ça devient force miroir dans, dans Yu-Gi-Oh! Ça renvoie tout. Et là, ça transforme et jet d'arcanique en compétence défensive extrêmement dangereuse, très punitive. Mais est-ce que ça vaut pas justement le fait d'avoir investi 40 points dans l'arcaniste? Donc, c'est l'arcaniste, quelqu'un qui transcende avec la magie, mais qui s'épuise très rapidement en faisant ça, mais qui gagne des bonus exceptionnels. Coucou Damzi! Comment ça va Damzi? Comme ça, on a encore veillé très tard sur Forza hier. On fait aller, et toi, ça va bien, ça va bien. On est en train de présenter les nouvelles itérations de certaines spécialisations qui vont être dans l'édition découverte de Vaonia. Pas de preuves? Ah oui, j'ai des preuves, Damzi. J'ai des preuves parce que hier, à la fin de mon cours, vers 18h environ, je suis allé je suis allé sur Twitch juste pour voir si t'étais encore en ligne. Et j'ai vu Damzi Mad en ligne. Et je me suis dit, tiens, 2 jours consécutifs où le Damzi s'est laissé emporter par Forza. Dingue. Fait que je vais en conclure que t'apprécies bien le jeu d'ailleurs, là. Merde grillée. Je vais en conclure que ce jeu était un excellent investissement, là. T'en es rendu où, justement? Tu dois être bien avancé maintenant, là. Je suis à 30 heures de stream sur Forza en 3 jours. Ouais, c'est ça, hein. Parce que c'est ça, là, il y a hier, il y a avant-hier aussi, là, que c'est... c'était énorme. Mais en fait, attends. En 3 jours? T'es sûr que c'est pas en 2 jours que t'as fait ton 30 heures? Forza, il est sorti quand? À moins que tu comptes aujourd'hui, comme étant le 3e jour. Mais ouais, ça montre beaucoup de... mardi, j'ai fait 12h30 dessus, mercredi 7 et hier 11. Ah, ok, ok. Tu vois, j'avais pas... tu vois, ma tête n'avait pas enregistré qu'il y avait eu un stream un peu plus petit de 7 heures, là. 7 heures qui reste quand même énorme, là, mais... Ok, ouais. Fait que t'as même fait... Attends, 12 plus 11, ça fait 23, 30 heures et demie. Le jeu est vraiment ouf. Il a l'air très ouf. Il a l'air effectivement très ouf. Sais-tu que ça m'a fait penser, ça m'a fait envisager peut-être le prendre, mais il y a certains points du jeu que je sais pas, faudrait que je teste. Je sais pas s'il y a une démo de Forza avant, là, parce que le je sais pas. Je regarde comment, mettons, les virages se prononcent et tout avec les véhicules, puis je me dis, j'ai l'impression que le jeu est genre incontrôlable. Mais c'est peut-être juste moi aussi, là, en tant que spectateur, qui a une perspective qui est différente. Moi, j'ai pas le feeling de la manette, j'ai pas j'ai pas le feeling du jeu en lui-même. Oh! GG pour le 10 visionnage, d'ailleurs, Damzi. 10. C'est déjà plus maniable que le 5. Parfait. Mais en vrai, je regarderai s'il y a une démo ou quelque chose. Je regarderai. Parce que je suis pas nécessairement le genre de clientèle pour les jeux de voiture, mais ça m'a toujours intéressé un jeu de voiture de temps en temps. Moi, j'étais un grand fan de Gran Turismo 4 à l'époque. Et je dirais que Forza m'a un peu redonné cette petite piqûre de ah, c'est vrai que c'était cool les jeux de course. Perso, je trouve que c'est un peu moins aléatoire. Je vois. Il y a une meilleure physique, c'est ça que ça veut dire. Sauf quand t'as une caisse qui fait 2000 chevaux avec des pneus drag. Ah, tu parles-tu de ton oiseau, là? Parce qu'on va se le dire, t'as passé plus de temps dans les cieux que sur Terre avec cette voiture-là, là. Ah, hier, ça me faisait rire, là. Hier, j'étais en train de craquer psychologiquement, là. Chaque fois que je regardais mon écran,
vers ton stream, t'étais tout le temps dans le ciel. Tout le temps dans le ciel. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, c'était petit congé de streaming. Là. Avec raison, on va se le dire. Là. Mais on m'a informé qu'aujourd'hui, les plans n'étaient pas de streamer, justement. Là. C'est vrai que j'ai passé pas mal de temps en l'air. Oh oui, oui. Ben déjà, parlons-en. Moi, quand je suis parti, quand je suis parti pour aller faire ma siesta, euh, t'as fait un demi-kilomètre dans le ciel. Là. On va le dire. Là. T'as fait un demi-kilomètre dans le ciel. Je sais pas si tu le sais, mais c'est énorme. Non, j'aurais pas le temps aujourd'hui. Ouais, mais y a pas de souci. De toute façon, je pense que t'as donné en masse de contenu pour les viewers pour quelques jours. Là. De toute façon, la vie IRL passe toujours avant la vie digitale. Donc c'est ça, nous on est en train de présenter les changements, ben en fait les avancements que j'ai fait cette semaine pour l'édition découverte de Vaonia qui sort pas lundi prochain, l'autre d'après, dans 2 semaines. Ouais, je vais poser quelques jours, je pense. Prendre un petit quelques jours de congé. Parfait, parfait ça. Faut prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi. Ça va sortir, yes! En fait, à la base, c'était censé sortir le 1er mai. Mais j'ai eu plusieurs comebacks qui me suggéraient de faire pas mal de changements. Donc, j'ai fait ce changement-là. En même temps, ben, j'ai apporté d'autres changements que moi, ça faisait longtemps que je butais, que je me disais, est-ce que je les fais, est-ce que je les fais pas. Je me suis dit, ben là, tant qu'à faire des changements, je vais faire ça à mon goût. Donc, je me suis rajouté un mois de plus. Et là, le lancement se fait vraiment le 1er juin. Et au rythme actuel des choses, je crois que je vais être capable de tout sortir pour le premier, là, dans un état assez propre là, pour être consommé. Là. Donc, ouais, ça s'en vient, ça s'en vient. 1er juin, 1er juin, le jour de l'anniversaire de semaine. Et le premier jour aussi de la saison estivale de l'Odyssée de Vaonia sur Twitch. Parce qu'on va vous annoncer aussi les jeux qui vont être faits pour la saison estivale, pour la section gaming de la chaîne de Vaonia. C'est trop bien, yes. Moi, je suis très hype parce qu'après ça, je vais enfin pouvoir travailler sur le roman aussi. Ça fait beaucoup trop longtemps que je veux travailler sur le roman et que je ne prends pas le temps de le faire parce que je dois travailler sur le jeu de rôle. Et pendant que les gens découvrent l'édition découverte, ben moi avec mon frère, on va pouvoir faire les illustrations pour l'édition officielle. On va pouvoir travailler sur l'édition 1.0. Je vais pouvoir faire justement le premier roman. Parce que le premier roman, bon Dieu, j'ai envie de l'écrire depuis un moment. J'ai déjà un chapitre d'écrit. Et voilà, voilà. Moi, je suis à fond dans ce roman. Maintenant, tu vas avoir le temps de le faire. Yes! Il manquerait juste que je manquerait juste que je perde ma job puis j'aurai encore plus de temps de le faire. Mais on va éviter de perdre sa job. Là, je pensais peut-être même checker pour aller chercher. Je sais pas encore comment je vais pouvoir m'y prendre avec ça, là, mais je veux checker pour avoir une bourse. Pour avoir une bourse pour l'écriture du roman. Je sais pas si ça va marcher. Écoute, qui ne tente rien n'a rien. Donc, je vais essayer ça aussi. C'est d'avoir une bourse. Ceci étant dit, Namzi, t'arrives pile au bon moment pour m'entendre déblatérer du porteur de Gilles, qui est la dernière spécialisation qu'on vous présentait aujourd'hui. Euh, c'est ça. T'arrives pile à l'heure pour ça. Donc, le porteur d'égide, c'est l'équivalent du gros tank qu'il va avoir dans l'édition découverte. J'ai essayé d'avoir un petit peu de chacun des rôles. On a l'arcaniste qui va être le magicien, le chasseur de primes qui va être le rôdeur, on a le berserker qui va être le guerrier, on a le prêtre soigneur qui va être le support, le soigneur, et on a le porteur d'égide qui va être le tank. Et le porteur d'égide, vous allez voir, c'est un tank assez redoutable, avec une identité qui est très tranchée, que certains vont probablement comparer à Braum sur League of Legends.
Si vous le faites, tant mieux. Si vous le faites pas, tant mieux aussi. Voilà ce qu'il y en est. Je le dis, je le souligne, parce que certaines personnes vont sûrement le souligner. Donc je le dis. Le passif de classe du porteur d'égide. Tant que vous terminez un tour sans vous être déplacé, votre valeur d'armure augmente de 5. Ce bonus reste actif tant que vous ne vous déplacez pas volontairement. Lorsqu'un effet ennemi vous force à vous déplacer, vous pouvez effectuer un jet de stabilité avec un bonus au résultat de 10. En cas de réussite, le déplacement est annulé. Les compétences du porteur d'égide nécessitent une égide du titan équipée. L'égide du titan, c'est simple, c'est un bouclier énorme. Non, énorme. Le bouclier, justement, là, pour faire le parallèle, parce que je l'ai fait de toute façon, pensez au bouclier que Braum a dans League of Legends. C'est ce genre de bouclier-là. Et savez-vous quoi? Attendez. Je vais aller vous montrer la taille du bouclier. Comme ça, vous avez une belle image directement en rediff sur ce que je veux dire par c'est un gros bouclier. Donc, on va faire ça ici. On est dans Images. On voit bien sur ce skin-là. Oh! J'ai-tu vraiment manqué ça? Oh, il y avait un skin prestige pour mon boy. Wow! J'ai ouvert sur une nouvelle page internet, c'était pas ça le plan. Oh, l'image est tout petite. Attends. Dun, dun, dun. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ok. On voit quand même bien sur cette image-là. Je vais déjà devoir t'abandonner, mon chef. Je vais t'occuper. Des bisous, bon stream et bon courage. Ben parfait, merci d'être passé, Damzi. Merci d'être passé et bon courage avec toutes les occupations du jour. À la prochaine. Euh, 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 on va mettre Opéra. Voilà, quand que je parle que l'égide du titan est un énorme bouclier, pensez à un bouclier de cette taille-là. Pensez à cette grosseur de bouclier-là. C'est ça. C'est bon, parfait. Vous avez l'image, vous avez bien capté l'idée. Parfait, on retourne au stream écriture. Bon, donc c'est ça l'égide du titan. Vous allez voir, ça s'achète au magasin. Plein de choses à faire avec ça. Ensuite, euh, je pense que je vais juste vous lire les compétences. Vous allez voir un peu c'est quoi l'identité du gardien, du porteur d'égide à mesure que ça avance. Là. Frappe du titan. Effectuez effectuez une frappe horizontale avec votre bouclier. Inflige votre valeur de dégâts physiques et repousse la cible de 2 mètres. Si la cible dispose d'une valeur inférieure à 25 en stabilité, elle est renversée. La cible peut résister au repoussement avec un jet de stabilité réussi, mais ne peut pas résister au renversement s'il a lieu. Donc, on est vraiment dans l'idée de. Le porteur d'égide, c'est quelqu'un qui est massif. Il est colossal. Il est puissant. C'est un obstacle. Le porteur d'égide, c'est simple, c'est un obstacle. C'est l'obstacle du champ de bataille. Et il est là en plus pour défendre ses alliés. Novice 2. Égide colossale. Les égides du titan sont considérés comme, comme un bouclier et une arme à 2 mains, disposant d'une portée de 1 mètre. L'égide du titan inflige des dégâts perforants équivalents à votre valeur de dégâts physiques. Donc ça, c'est la compétence offensive du gardien, qui est en fait un passif. Il peut attaquer avec son bouclier, et son bouclier inflige des dégâts perforants. C'est pour vous donner l'idée d'à quel point l'égide est immense, et à quel point le porteur d'égide se spécialise dans l'utilisation de cet égide-là. Il peut s'en servir pour écraser ses ennemis. C'est un peu ça l'idée. Novice 3. Charge immuable. Vous chargez dans une direction sur une distance de 3 mètres. Les cibles sur votre passage sont renversées.
Les cibles peuvent résister au renversement à l'aide d'un jet de stabilité, mais uniquement si leur valeur de stabilité est supérieure à 30. Fait que c'est un peu ça aussi l'idée du porteur d'égide. Il est tellement colossal qu'il faut être colossal pour éviter d'être renversé par celui-ci. Adepte. Et là, adepte, c'est là que l'identité du porteur d'égide devient totale avec l'adepte 2, mais on commence par l'adepte 1 avant. Rempart impénétrable. Vous vous ruez dans une direction sur une distance de 3 mètres et puis bloquez une attaque dirigée vers vous ou un allié, même si vous n'étiez pas la cible initiale. Les dégâts ainsi que les effets de cette attaque sont entièrement annulés. Cette compétence génère 10 points d'épuisement. Donc une compétence extrêmement puissante pour un tank chargé de protéger ses alliés, mais qui est très épuisante. Donc dites-vous, vous en utilisez 3 dans un tour, vous venez d'atteindre un palier d'épuisement d'un coup, comme ça. C'est assez épuisant. Et là, la compétence qui définit le porteur d'égide jusqu'à la fin. Serment du protecteur. Votre égide du titan est enchantée afin d'absorber les impacts qu'elle bloque. Votre égide peut stocker jusqu'à 100 points de dégâts bloqués pour un usage ultérieur. Toutefois, vous êtes désormais lié par un serment de protection envers vos alliés. Toute action jugée contraire à ce serment entraîne immédiatement les conséquences suivantes. Vous subissez sous forme de dégâts perforants la totalité des dégâts actuellement stockés par serment du protecteur. Donc, supposons que votre bouclier avait stocké 80 points de dégâts, vous les subissez directement en dégâts perforants. Les dégâts stockés sont ensuite réinitialisés à 0. Le serment du protecteur ne peut plus stocker de dégâts jusqu'à la fin du combat. Donc, votre serment s'annule. Jusqu'à la fin du combat, votre serment s'annule. Tout ce que vous aviez stocké se retourne contre vous. C'est la fin du serment pour le combat. Un bris de serment survient lorsque le porteur d'égide agit volontairement à l'encontre de son devoir de protection. Cela inclut notamment abandonner un allié en danger immédiat, refuser de protéger un allié alors qu'une intervention était possible, attaquer volontairement un allié ou le mettre consciemment en danger par ses actions. La décision finale concernant un bris de serment appartient au maître du jeu, qui doit tenir compte du contexte et des intentions du joueur et des possibilités réelles d'intervention du porteur d'égide. Petite règle un peu ici qui casse le quatrième mur, là, mais c'est important. Donc ce serment-là, c'est ce qui va définir le porteur d'égide du début à la fin. Parce que c'est ce qui donne tout, mais tous les pouvoirs les plus puissants du porteur d'égide. À commencer par retour à l'envoyeur. L'activation de cette compétence nécessite uniquement un point d'action auxiliaire. Vous devez immédiatement utiliser Frappe du Titan après son activation. Frappe du Titan inflige alors des dégâts supplémentaires équivalents au total des dégâts stockés par serment du protecteur. Les dégâts stockés sont ensuite réinitialisés à 0. Donc, dites-vous que Frappe du Titan, ben maintenant, il peut atteindre un bon 120 points de dégâts. Là. Ça peut devenir très, 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 très fort d'un coup. Ensuite, on a les compétences experts. Résolution du serment. Vous soignez tous vos alliés d'une valeur équivalente au total des dégâts stockés par serment du protecteur. La valeur totale de soins est répartie équitablement entre tous les alliés affectés. Les dégâts stockés par serment du protecteur sont ensuite réinitialisés à 0. Et là, ici, on a oublié de faire ça, ça. Même chose ici. Ça, ça. Expert 2, Titan. Vous ignorez désormais les malus liés au port d'une armure lourde. Ça semble simple, mais c'est très puissant. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de perte d'initiative liée à l'armure lourde. Il n'y a plus de perte de vitesse de déplacement liée à l'armure lourde. Tout est bien qui finit bien avec le passif Titan. Et ensuite, vigueur du Titan. Vous consommez la totalité des dégâts stockés par serment du protecteur afin de réduire votre épuisement d'une valeur équivalente. Les dégâts stockés par serment du protecteur sont ensuite réinitialisés à 0. Et bien là, on a le sustain. Le sustain qui est présent chargeant. On s'épuise, mais on peut aussi regagner
De la vigueur. Donc, c'est ce qui vient un peu gratifier l'idée d'aller se sacrifier pour ses alliés. Parce que plus je vais encaisser pour mes alliés, plus je vais encaisser, accumuler des points sur mon serment du protecteur, plus je vais pouvoir faire des actions qui sont non seulement puissantes, mais bénéfiques pour moi ou mes alliés. Et là, on arrive à l'ultime. Ultime, tutant immuable. Pendant 2 tours, l'enchantement de serment du protecteur transcende, obtenant les effets suivants. Tous vos alliés stockent désormais les dégâts qu'ils subissent sans limite. À la fin du deuxième tour, vous subissez des dégâts équivalents au total des dégâts stockés ainsi. Ces dégâts sont infligés individuellement pour chaque allié, puis mitigés normalement par votre valeur d'armure. Attention, cette compétence ne vous protège ni de l'état au seuil de la mort, ni de la mort définitive. Donc, en gros, maintenant, tous les alliés, les dégâts ne les affectent plus, mais en fait, non, c'est pas que les dégâts n'affectent plus En fait, oui. Oui, il faudrait que je reformule un peu ici. Les dégâts n'affectent plus tes alliés, mais c'est parce qu'après ça, après le deuxième tour, tu subis les dégâts que tes alliés ont subis. Ben, auraient dû subir. Et là, il faut faire attention ici avec le wording. Individuellement. Donc, supposons que j'ai 4 alliés. J'ai un allié qui a subi 8 points de dégâts, j'ai un allié qui en a subi 10, un qui en a subi 4 et un qui en a subi 2. Eh bien, les dégâts que je vais me prendre à la fin du deuxième tour, c'est 8, 10, 4, 2. Individuellement. C'est pas la somme. C'est chacun des dégâts que les alliés ont pris. Je les prends individuellement un par un. Et ils sont mitigés par l'armure. Donc ça peut être fort quand même. Les bonus de maîtrise. Vous gagnez les bonus suivants en fonction du nombre de points de maîtrise investis. 5 points. La valeur minimale de stabilité requise pour résister au renversement de frappe du titan passe à 30. Petit buff, mais quand même très pratique. Ça augmente les chances de renverser les gens. Ça augmente aussi l'impression d'être titanesque, absolument puissant. 10 points. Vous bénéficiez d'un bonus permanent de 30 points de santé. Encore une fois, on augmente le côté je suis gros, énorme. En même temps, ça permet de mieux tanker pour ses alliés. Ça permet aussi de mieux tanker le titan immuable qui vient sur la fin. 15 points. Vous bénéficiez d'un bonus d'armure supplémentaire de 5 lorsque Titan immuable est actif. Donc c'est ça. Quand vous êtes sous l'effet de votre ultime, vous avez une armure qui est encore plus élevée. Donc ça vous permet d'encore mieux encaisser les dégâts que vos alliés auraient subis. Et à 20 points, la limite de stockage de serment du protecteur passe à 200. Donc là, vraiment, c'est un upgrade monumental. Les actions du porteur d'égide peuvent potentiellement devenir destructrices au mieux. Parce que là, on parle de potentiellement 200 points de soins répartis sur les alliés, potentiellement 200 points de dégâts bonus sur frappe du titan, ou potentiellement une régénération de 200 d'épuisement. Là, c'est quelque chose. Là, c'est impressionnant. Là. Donc voilà, c'était le porteur d'égide. Donc vraiment, philosophie du je suis un tank, je suis là pour me sacrifier pour mes alliés, et j'ai tous les outils nécessaires pour le faire, mais n'allez pas croire que j'en suis moins redoutable. Je suis un train. Voilà, je suis un train. Chouchou, chouchou. Donc c'est ça les avancements pour la semaine. Évidemment, quelques petits ajustements à faire ici et là. Hein. Vous remarquerez qu'il y a encore, par exemple, PHI ici, alors que normalement, ça devrait être PUI, parce que maintenant, c'est puissance. Et justement, ici, il faudrait écrire puissance. C'est le cas pour les autres classes aussi. Il faut que je fasse tous ces petits ajustements-là. Je dois revoir aussi les rôles principaux, les rôles secondaires, m'assurer qu'ils sont bien correspondants à ce que les classes sont devenues. Évidemment, il va me rester le prêtre et le voleur à faire aussi. Et je dirais que c'est pas mal ça. Le plan, c'est que ce soir, on a eu un prêtre qui est terminé. Et ce week-end, on aurait un voleur qui est terminé. Avec les révisions toutes faites, toutes propres. Toutes bien ajustées là, pour que la semaine prochaine soit entièrement dédiée aux ajustements sur les autres documents. Donc, petit correctif à faire sur le guide artisanal par rapport aux changements qui ont été faits au livre de règles. On aurait aussi là, la campagne tutoriel qu'on va mettre à jour au goût du jour
avec une bonne mise en page qui va être pratique, là, parce que j'avais quelques changements à faire là-dessus. Et quelques changements au bestiaire aussi. Réévaluer un peu le bestiaire, les créatures, là. Est-ce qu'ils ont des évolutions de statistiques finalement? Est-ce que non? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc ça va être la tâche pour la semaine prochaine. Donc c'était la dernière mise à jour d'ici le lancement. La dernière mise à jour dans le sens où c'est la dernière fois que je vous partageais de l'information par rapport à ce qui s'en vient. La semaine prochaine, comme je l'ai indiqué au début du stream, il n'y aura pas de stream en lien avec Vaonia. Il va y avoir des streams gaming comme d'habitude, mais il n'y aura pas de stream Vaonia la semaine. Pour la simple et bonne raison que je veux utiliser un maximum de temps possible pour peaufiner tout, avoir un bon résultat final qui va être propre et publiable. Donc je vais utiliser tout le temps qui est à ma disposition pour le faire. Donc sur ce, écoutez, n'hésitez pas à donner du feedback sur ce que vous avez vu et entendu aujourd'hui. N'hésitez pas là, à apporter des idées, fournir vos commentaires, ainsi de suite. Là, surtout si vous êtes en. Tous ceux qui écoutent la rediffusion. Là, vos opinions sont les bienvenues. Et je les prends toujours là, avec attention. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à tous. Merci à tous ceux qui sont passés en live. Merci à tous ceux qui sont restés, tous ceux qui sont participés, tous ceux qui ont participé à la discussion. Même si c'était pas forcément sur le sujet du jeu de rôle, moi ça me fait toujours plaisir de discuter aussi. C'est un peu pour ça que je stream aussi. Hein. C'est le petit plaisir d'interagir avec des gens, vu que je suis toujours tout seul dans ma petite grotte. Donc, on va aller raider quelqu'un. On va juste aller voir c'est qui qu'on a disponible pour le raid. Et on va vous envoyer là-bas. Mais voilà, chers gens, j'espère que vous avez apprécié le stream d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à tous. Et à la prochaine. Bye bye.